Gloria étant l'hôte de ces lieux et de ce débat. Simplement, c'est vraiment avec un grand plaisir que Muriel pilote ce travail-là, parce que du point de vue du CRIA 45, on est non seulement engagé sur la lutte contre l'électronisme, qui est un point d'ancrage très fort maintenant de notre pratique, mais qui s'articule aussi par rapport aux populations qui sont quand même éloignées de plein de choses. On travaille aussi à la constitution d'un gros réseau qui s'appuiera sur à la fois le repérage des situations d'illettrisme qui sont liées très souvent à ces difficultés d'électronisme. Et donc, l'importance de ce NEC aujourd'hui par rapport aux politiques d'accompagnement des publics, vous comprendrez bien effectivement l'importance que ça revêt pour nous. Et donc, on est très heureux de vous accueillir sur cette table ronde avec un certain nombre de participants. Alors, je vois mon ami Olivier Join qui intervient, Léa qui nous accompagne depuis le début dans cette stratégie, et puis les autres partenaires du département en particulier. Donc, bienvenue et bonne table ronde à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, en exergue de ce NEC local d'Orléans, il y avait cette phrase « Construire un numérique inclusif, éthique et durable » avec un enjeu pour cette journée de croisée, réflexion, témoignage et initiative, et fédérer les acteurs. Je reprendrai tout à l'heure ce terme de fédérer les acteurs autour de projets concrets. Et cette table ronde, parmi ces 3 premières tables rondes de la journée, autour des stratégies d'inclusion numérique, à la fois nationale, régionale, départementale, métropolitaine et locale, va essayer autour du projet concret du réseau orléanais, essayer de déplier un peu, non pas le millefeuille, comme on a beaucoup évoqué en France, l'organisation des politiques publiques comme étant un millefeuille, mais bien certainement beaucoup plus aujourd'hui les différentes échelles d'intervention des différentes institutions et la manière dont en fait l'ensemble des institutions aujourd'hui ont pris la mesure et l'ampleur depuis un certain nombre d'années de cet enjeu de société de près de 20%, 15 à 20% d'une population en situation d'électronisme, d'illettrisme et électronique, sachant que dans les situations que l'on vit, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les questions d'accessibilité au sens large du terme, on s'aperçoit que la solution ne viendra pas d'un seul acteur, qu'il soit un opérateur des nouvelles technologies, un opérateur en ligne ou un opérateur institutionnel, et pas d'un seul secteur d'activité. C'est pas qu'une question d'éducation, c'est pas qu'une question d'organisation politique, c'est pas qu'une question de culture ou de technologie. C'est un ensemble aujourd'hui de solutions qui, comme l'évoque l'anthropologue et philosophe Bruno Latour, nécessitent de composer des réponses. Et l'idée des échelles, de composer aujourd'hui de l'intervention publique à différentes échelles, revient un peu à essayer de voir comment est-ce qu'on va non plus traverser un millefeuille ou essayer d'organiser par couche hiérarchique des logiques d'intervention, mais vraisemblablement et peut-être passer aujourd'hui d'une forme d'organisation plutôt pyramidale et hiérarchisée à des logiques d'organisation peut-être plus écosystémiques. Tout à l'heure, Caroline Corbal évoquait cet enjeu d'organiser et de fédérer des écosystèmes territoriaux. Aujourd'hui, vraisemblablement, effectivement, nous sommes face à une transformation des modalités d'organisation forte de l'intervention publique. Et en préparant cette table ronde, Muriel Rouzet insistait sur l'enjeu de rendre visible cela, ces différentes manières d'intervenir sur les différentes échelles, pour que le citoyen, en premier lieu, s'y retrouve, les citoyennes et les citoyens s'y retrouvent. C'est bien l'enjeu qu'effectivement on puisse rendre accessible aussi les différents dispositifs, lieux, espaces de médiation pour le plus grand nombre, et puis aussi voir comment les acteurs professionnels ont une visibilité aussi de ces types de politiques et de ces types d'interventions pour composer ensemble des réponses territoriales.
Alors aujourd'hui, pour donner des éléments, non pas forcément de réponse, mais de réflexion, de projets concrets qui sont en train de se développer. Donc nous avons, j'allais dire, autour de la table, dans ce Zoom, dans ce Big Blue Button, Laurence Belay, vice-présidente du conseil départemental du Loiret. Nous avons donc Léa Courtois, consultante de We Take Care et qui travaille pour Orléans Métropole sur le développement numérique des différents réseaux et appuie effectivement avec l'initiative réseau ce développement-là. Olivier Join, directeur du GIP Ressia, qui à l'échelle régionale organise les différentes politiques autour des questions numériques, depuis les enjeux d'équipement et de réseau aux enjeux d'usage, et Margot Aptel, qui est chef de projet des programmes à la mission Société numérique, qui a initié, qui accompagne à l'échelle nationale ces politiques depuis un peu plus de 2 ans et demi. Alors, à toutes les quatre, je vais vous proposer d'intervenir dans l'heure qui vient en 2 tours. Un premier tour pour expliciter à vos différentes échelles, à vos différents niveaux territoriaux, à vos différentes échelles, quel est l'historique de la politique qui est menée dans le champ de la médiation et de l'inclusion numérique, en essayant d'identifier pour vous, à ces différentes échelles, quels sont les éléments importants, les leviers sur lesquels vous êtes en train d'essayer d'agir, quelles mesures, quelle action concrète vous développez. Premier tour de table, en vous donnant la parole aux unes et aux autres, et puis dans un second temps, on essaiera ensemble de présenter les endroits de convergence sur lesquels aujourd'hui vous travaillez aux différentes échelles et ce qu'on avait identifié au temps de préparation, effectivement, de ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle métropolitaine, d'Orléans. Alors, peut-être, je vais vous proposer, si ça vous va, qu'on puisse partir. Alors, je sais qu'il y a toujours des dimensions protocolaires aux prises de parole, et j'avais peut-être envie de vous proposer de partir du micro pour aller vers le macro, d'une certaine manière, pour aller de l'échelle métropolitaine avec Léa Courtois, puis ensuite Madame Belay, Olivier Join et Margot, pour préciser comme ça, non pas dézoomer, mais présenter un peu ces dynamiques sur les différentes échelles, de prendre une dizaine de minutes chacune et chacun autour de ça. Peut-être, Léa, qu'est-ce qui se passe à l'échelle métropolitaine d'Orléans et du Grand Orléans? Merci Emmanuel. Il se passe beaucoup de choses à l'échelle métropolitaine. Alors du coup, merci pour la présentation. En effet, je suis Léa Courtois, je travaille pour l'association We Take Care depuis bientôt 3 ans maintenant. Et We Take Care, juste pour repréciser, c'est une association qui a pour objectif d'accélérer des projets d'inclusion numérique sur les territoires et à différentes échelles, et au prisme de 3 leviers, à la fois l'étude et la sensibilisation sur les sujets de l'inclusion numérique, un prisme plutôt conseil, et c'est à ce titre qu'on accompagne depuis plus de 2 ans maintenant la métropole d'Orléans, et enfin des solutions accessibles à tous, numériques, des plateformes qui visent à accélérer et à accompagner l'inclusion numérique au concret, au quotidien, notamment la plateforme Les Bons Clics, qui vient donner des outils de médiation, des ressources pédagogiques pour accompagner très concrètement une personne sur ses difficultés pour apprendre à utiliser Internet, etc. Ça, c'est pour We Take Care. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je représente aussi la métropole d'Orléans, et notamment Nadine Poisson, qui est donc directrice au développement numérique et à la ville intelligente. Et ça va nous permettre de retirer un peu le fil de toute cette stratégie d'inclusion numérique qui date donc de 2018, où en fait, à l'échelle de la métropole, la réflexion, elle se trouvait à 2 niveaux, à la fois au niveau des CCAS qui remontaient le besoin prégnant et de terrain, si je puis dire, de plus en plus d'usagers qui sont face à des difficultés par rapport à la dématérialisation des services, mais pas que, et en même temps à la direction du coup du développement numérique, de se dire si jamais demain on veut aussi développer des outils de smart city, de participation citoyenne, il est nécessaire que du coup les citoyens aient un maximum d'opportunités et puissent aussi se saisir de ces outils qui sont quand même globalement numériques. Donc il y a eu cette concordance des réflexions, et c'est comme ça que la métropole est venue nous solliciter We Take Care pour nous dire voilà, on aimerait avancer sur ce sujet et on aimerait que vous travailliez avec nous, et donc
on s'est posé en 2018 avec comme objectif de se dire qu'est-ce qui se passe finement à l'échelle de la métropole. Vraiment la question de base qui est mais qui fait quoi? Parce que l'enjeu de l'inclusion numérique aujourd'hui, mais comme a pu l'être avant d'autres politiques publiques, c'est d'abord un enjeu justement de visibilité, de se dire d'accord, on se repose et qui fait quoi à cette échelle et comment on peut définir justement qui fait quoi. Parce que entre quelqu'un qui accompagne au quotidien sur des démarches d'accès au droit, quelqu'un qui forme à des compétences de base, quelqu'un qui va juste donner plutôt des coups de pouce, c'est compliqué d'arriver à se retrouver là-dedans. Donc, on a posé un diagnostic qui est, je dirais, là, aussi le début de toute une stratégie pour reposer tout ça. Donc, ça a été fait à l'échelle de la métropole en partenariat avec nous et bien entendu les acteurs de la métropole, des communes. Et là, on balaye un univers très large d'acteurs qui agissent sur le sujet. Et à la suite de ce diagnostic… Alors, c'est qui, juste Léa, ces acteurs qui agissent quand tu dis, quand vous dites, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, d'une certaine manière, en plus des CCAS qui d'un coup identifient qu'il y a une problématique, qui sont les acteurs aujourd'hui à l'échelle métropolitaine? Alors, c'est vrai que ça va être très large. Ça va aller, donc, en effet, du CCAS ou même des accueils sociaux des départements à des acteurs plutôt de l'insertion. Donc, là-dedans, on peut mettre les missions locales, les associations qui agissent sur l'insertion, les structures d'insertion plus globalement. On va aussi avoir les acteurs plutôt de la médiation culturelle, les médiathèques, les bibliothèques, les acteurs plutôt historiques de la médiation numérique, ce qu'on appelait avant les EPN, qui de plus en plus vont développer aujourd'hui ce qu'on peut appeler des tiers-lieux. Donc, il y a vraiment un écosystème très large et là-dedans, j'inclus aussi, bien entendu, les acteurs des institutions publiques, donc les accueils des CAF, des pôles emploi, CPAM, CARSAT, qui se retrouvent aussi avec la dématérialisation de leurs services à devoir accompagner et surtout à proposer des solutions au-delà de simplement je fais ma démarche sur tel ou tel service. Mais en fait, pour proposer une réelle continuité d'accompagnement, il est nécessaire de savoir qui fait autour autre chose que simplement j'accompagne sur la démarche CAF, mais peut-être que vous seriez intéressé pour avoir une formation. Et donc, ensuite, réorienter soit vers la médiathèque ou vers une association qui, elle, propose ce type d'atelier. Donc, on est vraiment sur un écosystème assez vaste. Et encore, je ne cite pas tout le monde, mais vraiment, il était nécessaire de pouvoir créer ce diagnostic-là, qui date du coup de 2018 et qui nous a permis ensuite de construire un plan d'action collectif en essayant d'intégrer au maximum les acteurs de la métropole et en créant différents types de territoires qu'on avait à l'époque essayé de regrouper en 4 territoires d'action en fonction des problématiques qui étaient liées. Et par exemple, on a commencé par travailler en expérimentation autour de Saint-Jean-de-Bray et de Fleury-les-Aubrais parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui souhaitaient déjà travailler ensemble, et notamment des acteurs comme l'ASCA, bien entendu les CCS, les associations qui étaient sur le territoire. Donc ce plan d'action, il nous a permis ensuite de créer 2 axes. Et ces 2 axes, c'est ce qui anime au quotidien la stratégie encore aujourd'hui du réseau d'inclusion numérique. C'est comme objectif global, favoriser la montée en compétences et l'autonomie des habitants de la métropole sur le numérique. Et pour favoriser cela, il y a le premier axe qui est la coordination des acteurs. La coordination, comme je le disais, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si on souhaite créer de véritables parcours pour les personnes et que chaque habitant, chaque usager puisse trouver une réponse adaptée à son besoin, l'usager ne va pas forcément savoir quelle première porte pousser. Il va aller dans la structure qu'il connaît, mais ce n'est peut-être pas cette structure qui pourra lui apporter la réponse adaptée. Et donc, la coordination, c'est avant tout pour mieux se connaître entre acteurs, pour bien entendu mutualiser les outils, les ressources, les connaissances. Et l'objectif final, c'est de mieux orienter les personnes pour que ça soit plus efficace pour chacun. Donc ça, c'est le premier axe autour de la coordination. Et le deuxième axe qu'on avait identifié, c'est arriver à densifier et à augmenter aussi l'offre d'inclusion numérique et d'accompagnement numérique sur le territoire métropolitain. Et ce,
notamment autour des communes qui étaient plus rurales, un peu plus éloignées du coup des offres d'accompagnement qui se concentraient sur certains quartiers ou sur certaines communes. Et donc ça, c'est un deuxième axe de la stratégie qu'on est en train de travailler. Et ces deux axes, ils nous ont permis de créer le réseau numérique. Oui. Et juste là-dedans, autant sur le premier axe, on a l'enjeu de la coordination des acteurs, et sur ce deuxième axe, pour essayer d'essaimer comme ça à l'échelle de la métropole des offres au plus proche des populations, quelle est concrètement la modalité d'action? Ouais. Ok, bah, j'y viens. En fait, il y a deux enjeux. À la fois la coordination qui a permis de créer des offres. Tout simplement le fait de l'émulation qu'on connaît aussi, de mettre des acteurs du territoire autour de la table. Ça a permis de créer des offres d'accompagnement au plus près des besoins des publics, tout simplement. Il y a l'association Action qui a créé de nouveaux points numériques en partenariat avec les CCAS au sein de la métropole. On a aussi l'association Famille Rurale qui a créé de nouveaux points de médiation numérique, notamment dans les communes un peu plus éloignées. Alors, pour vous donner un exemple vraiment très concrètement, les permanences Famille Rurale, elles se sont faites à Ingré, elles vont se faire à Boigny-sur-Bionne et à Saint-Cyr-en-Val. Et ces permanences, elles sont aussi favorisées par le réseau parce qu'il y a des formations professionnelles qui ont été données aux acteurs du réseau sur la posture d'accompagnement, sur comment mettre en place des ateliers numériques. Donc, le réseau est là en soutien pour créer ce type d'offres. Donc déjà, tout l'enjeu coordination et mutualisation a permis de créer des offres. Et il y a un deuxième volet qu'on travaille et qui va aussi être bientôt très opérationnel, c'est que pour justement densifier l'accompagnement, on a aussi souhaité à l'échelle du réseau créer une campagne de bénévolat qui va démarrer en janvier 2021. Donc c'est tout, c'est vraiment l'information assez récente et on souhaite en fait justement à la fois favoriser la participation citoyenne, engager les citoyens dans cette campagne-là pour permettre très concrètement d'aller créer des offres numériques ou de soutenir des offres d'accompagnement numérique et notamment on a ciblé pour expérimentation des communes où il y avait moins d'offres numériques. Après, ça s'ouvre bien sûr à toute la métropole et ce qu'on souhaite, c'est que ça soit une démarche collective et enthousiasmante pour tout le monde. Mais voilà, très spécifiquement, on a pour l'instant ciblé Boigny-sur-Bionne, Marigny-les-Usages, Olivet. Et il y a aussi un besoin sur Orléans-Centre parce que parfois, le centre d'Orléans est un peu dépourvu de certaines offres parce que historiquement, il y a aussi beaucoup d'offres qui se sont créées dans les quartiers prioritaires. Donc, on a aussi un focus là-dessus, mais c'est ouvert à tous. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en discuter aujourd'hui aussi parce qu'il y a un atelier à ce sujet à 14h45 sur vraiment cette… Merci beaucoup, Léa. On va revenir sur ces notions qui participent à construire, il me semble, c'est une question que je vous poserai à toutes et tous aussi, une autre forme de ville intelligente et pas simplement qu'une smart ville. Madame Belay, à l'échelle du département, quelle est la méthode pour travailler sur ces enjeux d'inclusion numérique? Est-ce que c'était un peu la même méthode de diagnostic repérage et comment vous avez avancé sur ces types de politiques-là? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Le département, oui, j'allais dire inscrit dans la durée longtemps sur cette problématique de l'inclusion numérique. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, il s'est tout d'abord agi depuis 2004 de déployer des infrastructures sur les territoires. Vous savez que le département, l'ADN du département, c'est d'être concret et proche des territoires, de s'inclure justement dans ce que c'est-à-dire que toutes les zones urbaines et particulièrement la métropole, il y a des acteurs, preuve en est ce qui vient d'être décrit, et que le département, et c'est très important, soit en complémentarité et soit j'allais dire, proche des territoires ruraux avec des actions très ancrées dans ces territoires. Donc, il y a eu tout d'abord un diagnostic et puis surtout un grand déploiement des infrastructures. Concomitamment, il s'est agi donc de permettre aux Loiretains sur l'ensemble de tous les territoires, en même temps d'ailleurs que les services publics
diminuaient leur présence physique, hein, c'était ça aussi le diagnostic, c'était prendre conscience qu'il y allait avoir des zones blanches, pour le coup plus tellement en termes de connexion, mais parce que la présence physique disparaissait. Et donc, le département s'est inscrit à cette disposition de points d'accès au droit et en proximité. C'était donc le démarrage du projet Espace Service Public qui a été déployé depuis 2007 sur les territoires, en lien avec les opérateurs de services. Ils ont été nommés pour certains tout à l'heure, c'est la CAF, c'est la CARSAT, c'est Pôle emploi, c'est la Maison du droit et de la justice, et qui sont nos véritables partenaires derrière tout ce maillage, j'allais dire, pour que les Loiretains, non seulement de manière proche physiquement, puissent, dans des rayons de 5-10 km, avoir accès à ces services-là, mais effectivement, fallait-il, une fois que les connexions étaient établies, avoir des personnes qui ne soient pas éloignées techniquement de ces usages. Et nous aussi, nous avons porté des diagnostics essaye en s'appuyant sur des choses qui sont déjà existantes. Vous nommiez tout à l'heure des associations, nous-mêmes dans nos usages départementaux, les MDD sont là, nous aidons les CCAS dans les communes. Donc le département a pour objectif de former les agents des MDD à la détection tout d'abord des difficultés des usagers en matière d'utilisation des offres et des obligations, hein, par là même numériques. Et puis, une fois formé ce personnel de MDD ou de médiathèque, de bibliothèque, des points, parce qu'on verra que c'est ça qui est assez pertinent dans le maillage des différents territoires, eh bien, il y avait également ces espaces services publics qui sont aujourd'hui au nombre de ouverts. En 2020, il y en a qui ont pour fonction véritablement d'avoir un maillage tout à fait équitable. Également, le département fait partie de ce déploiement de la conférence des financeurs et de ce qu'elle apporte financièrement. Donc, à travers le département et la maison de l'autonomie, ce sont ces moyens financiers qui servent à financer quelques projets. Vous citiez tout à l'heure l'association Action. Eh bien, il y a effectivement des actions, c'est le cas de le dire, des ateliers à l'aise avec le numérique, par exemple, pour ce qui est de la métropole, et que le département, en complémentarité, aide à financer. Alors, sur des projets beaucoup plus proches, hein, il s'agit de 2020 et 2021. On suit ces actions. Le département a souhaité soutenir, accélérer le territoire en adoptant très récemment, puisque en octobre, là, qui vient de passer, un plan d'action de 3 ans, plan concret qui vise à accompagner les Loiretains vers un usage autonome du puisque c'est aujourd'hui là l'enjeu, on l'a dit précédemment. Ce plan fait l'objet d'une communication d'ailleurs sous la marque départementale Le numérique pour tous, pour tous les Loiretains, et on est donc en train de bâtir cette communication. Ce projet sera en lien, je le disais tout à l'heure, avec les bibliothèques, puisque la médiathèque départementale a obtenu le label Bibliothèque numérique de référence, et à travers ce label, nous devons des usagers loiretains cette inclusion du numérique. Donc, le numérique pour tous les Loiretains qui vient d'être adopté est constitué de 3 grands axes. Tout d'abord, accompagner les Loiretains dans l'acquisition de leurs compétences, de leurs connaissance du numérique. C'est véritablement aujourd'hui le quotidien des habitants, hein, tout département confondu. On n'y fait pas exception en matière de santé, de logement, d'emploi, des achats évidemment, s'informer, communiquer, et puis bien sûr, et je le rappelle tout à l'heure avec les ESP, qui doivent être en toute sécurité. Donc on prévoit d'accompagner à 2 niveaux les personnes
tout d'abord qui reçoivent les Loiretains et qui ont besoin de détecter, d'identifier leurs difficultés dans ces usages numériques, et qu'on puisse proposer là aussi des ateliers ou à orienter vers des ateliers, vous le disiez madame tout à l'heure, mais en effet, il ne faut pas mettre des couches ou des barreaux à l'échelle quand ils existent et être véritablement en complémentarité et donc s'asseoir sur peut-être déjà un tissu local d'associations et de gens compétents et de pouvoir détecter et puis orienter concevables. Ça ne l'est pas. La bibliothèque, les points de lecture sur appel à projet seront équipés tout d'abord d'ordinateurs et puis de gens compétents pour aider les Loiretains. Et donc, ce deuxième niveau, c'est justement les Loiretains eux-mêmes qui permettent de mieux maîtriser et de ne plus avoir peur, j'allais dire, de l'outil informatique. Pour ce faire, le département a tout récemment recruté des médiateurs numériques et des volontaires en service civique. Donc, c'est en cours, hein, puisque ça a eu lieu sur le mois de novembre et au 1er décembre. Nous aurons donc au départ, et puis on va certainement amplifier le mouvement, 4 médiateurs numériques et 6 volontaires de se passer sur les territoires avec un kit de formation pour, dans des salles qui sont mises à disposition, dotées de Wi-Fi bien sûr, dans les différentes communes, pouvoir rencontrer ces publics qui se seront ou manifestés ou qui auront été détectés pour être formés. Un autre axe, puisque je parlais de 3 axes, le deuxième, c'est soutenir les projets des territoires, les collectivités, les associations qui sont déjà engagées dans un processus d'accompagnement. Eh bien, c'est de les soutenir et d'avoir des aides pour financer, sur appel à projet, des micro-initiatives, que ce soit pour de l'achat de matériel ou de prestations, dans l'objectif toujours d'accompagner les Loiretains dans la durée. Donc, ça s'adressera bien sûr à des associations et des collectivités de type commune ou communauté de communes. Pour 2021, le budget prévisionnel est de 35 000. Que sur la 2020-2021, nous aurons un budget dédié à cette inclusion numérique de 375 000 € sur différents axes que je suis en train de détailler là. Donc, c'est de financer par appel à des actions de territoire pour coller au plus près ce qui se passe avec des disparités dans des territoires ruraux, périurbains et un petit peu plus urbains, voire très urbains quand on est aux côtés de la métropole pour ce faire. Et puis, évidemment, le troisième axe, c'est contribuer à améliorer le taux d'équipement. Donc là, il y a 2 actions qui sont prédéfinies, diagnostiquées. C'est une dotation en matériel des bibliothèques dont je parlais il y a un instant, puisque c'est à travers ce maillage, hein, on a 172 bibliothèques sur l'ensemble du Loiret. Et donc, c'est de s'appuyer sur ce réseau très équitable pour avoir une démarche d'accompagnement. Et puis, soutenir également une filière de reconditionnement de PC, puisqu'on a vu notamment cette crise sanitaire, elle nous a mis en exergue le fait que beaucoup de ménages n'avaient pas forcément les moyens d'acquérir un ou plusieurs PC en fonction de la composition de la famille, avec ce qu'il a fallu faire dans le domaine scolaire. Donc, ce diagnostic nous a aidé à penser qu'il fallait soutenir une filière de reconditionnement à destination des publics en difficulté et donc par là même s'appuyer sur des structures d'insertion par l'activité économique, des ressourceries, des recycleries pour que puisse être proposé du matériel à faible coût. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps. Merci beaucoup. S'appuyer sur les différents équipements, le choix, le département fait le choix. Je ne vous entends plus, je n'ai plus de son. Non, excusez-moi, c'est moi qui ai juste coupé mon micro. Par contre, Madame Blais, est-ce que vous pouvez juste couper votre micro parce que d'un coup, ça renvoie sur l'écho. Oui, il y a eu des demandes faites, merci beaucoup. Donc, Olivier Join, le département s'appuie sur ces différents dispositifs pour essayer de résoudre une équation qui est effectivement les zones blanches des services publics d'une certaine manière, et on va s'appuyer sur les différents équipements qui maillent un territoire. Quel est le choix qu'a fait la région et le GIPRESIA à l'échelle régionale?
Donc, comme pour le département et puis l'ensemble des acteurs, c'est vrai que ça vient d'assez loin finalement, tout ça. Il y a une accélération, une intensification de l'attention à ces questions de médiation numérique, d'inclusion numérique. Pour ce qui concerne donc le GIPRESIA, c'est une structure qui fédère à l'initiative de l'État et la région un ensemble de collectivités et d'acteurs publics. D'ailleurs, récemment, à la fois la métropole et le département de 45 nous ont rejoints. Et on est une structure en fait de ressources. Ressources, on est une cinquantaine de personnes. On travaille d'abord pour le thème de l'éducation, en fournissant, je dirais, des infrastructures pour les lycées et collèges de certains départements. On fournit l'espace numérique de travail bientôt pour l'ensemble des départements. Et puis, on accompagne aussi beaucoup les collectivités locales. Il y a environ 450 collectivités locales qui utilisent nos services numériques. Donc, d'abord, on est une structure d'informaticiens, je dirais, à l'origine. Et puis, depuis 2008, l'État et la région s'appuient sur nous pour leur politique commune, CPER, contrat de plan État-région, dans le domaine de la médiation numérique. Et donc, dans ce cadre-là, le GIP accompagne entre 80 et 100 espaces publics numériques, hein, c'est les termes, je dirais, d'une époque, mais qui traduit effectivement des initiatives de collectivités locales, des initiatives associatives depuis de nombreuses années pour soutenir ces questions d'inclusion et de médiation. Et donc, l'État et la région, en fait, ont une politique constante depuis, hein, sur l'actuel CPER et sur le futur CPER. Ces questions de médiation et d'inclusion sont importantes. Et donc, nous, on a une mission à la fois d'animation de ce réseau de 80 à 100 EPN sur la région, et puis d'organisation de la formation des médiateurs. C'est très important, on est sur des matières où ça bouge tout le temps, il faut toujours se former, donc on organise à travers notamment une structure qui s'appelle le CEFIM à Tours, la formation de ces médiateurs, et qui veulent notamment aller vers des titres professionnels. Voilà. Donc ça, c'est un élément d'histoire. Il y a une autre mission aussi qu'on accompagne pour l'État et pour la région, c'est l'émergence des tiers-lieux, avec notamment 2 appels d'offres. Donc, il y en a un qui est autour des fabriques, là, on accompagne l'État, mais la région aussi a fait un appel d'offres sur les tiers-lieux à travers les fonds FEDER. Et à chaque fois, on est des accompagnateurs, accompagnateurs aussi des Fab Labs, accompagnateurs des espaces coworking. Donc, c'est vrai qu'on a une assez bonne connaissance de toutes les initiatives en région. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été les signataires avec de l'initiative de Mounir Majoubi. On a signé la charte pour un numérique inclusif fin 2018. Je dirais, dans ce mouvement qui a été créé par le gouvernement, on a souhaité être acteur et accompagner, je dirais, une nouvelle phase. Parce qu'effectivement, mais ce que vous avez dit en introduction, la digitalisation de la société, elle s'est faite, mais il y a une accélération. Ce temps donc de Covid l'a encore renforcé. Et donc, là où on peut penser des fois qu'on a tout fait, finalement, il reste encore beaucoup à faire, mais dans le respect de ce qui se fait déjà sur le territoire. Et ça a été ça la démarche. Et donc, dans ce cadre-là, à l'initiative de la région, on a créé un consortium avec le monde associatif, en se disant, c'est bien qu'il y ait cette impulsion des collectivités locales, et on va reparler encore des articulations entre les initiatives de collectivités locales, mais le monde associatif est très présent et peut être très acteur et très impliqué sur la diversité des territoires. Et donc, on s'est associé avec le mouvement associatif Centre-Val de Loire, c'est environ 20 000 associations au total, hein, avec la Ligue de l'enseignement, Ligue de formation culture populaire importante, d'accompagnement, et puis avec le CRIJ, toutes les problématiques de la jeunesse, et donc leur maillage au CRIJ, à la Ligue de l'enseignement, on a souhaité quelque part les solliciter pour aller plus loin, en disant grand respect d'abord sur ce qui se fait déjà. Parce qu'il faut faire attention lorsqu'on arrive avec des volontés d'aller plus loin, de respecter le travail de terrain, de le connaître. Et donc, pour cela, on est allé sur ce qu'on appelle nous les 23 bassins de vie qui constituent la région centre,
donc des territoires qui sont focalisés par des fois une métropole, c'est le cas sur Orléans, mais des fois ça peut être une ville moyenne, et qui, je dirais, une capacité quelque part de faire unité, de drainer des services pour couvrir l'ensemble du territoire. C'est une des obsessions de la région, hein, c'est qu'il n'y ait pas de territoire perdu, qu'il n'y ait pas de territoire oublié, qu'il n'y ait pas de public oublié. Et donc, pour ça, on est allé dans chacun de ces 23 bassins de vie à la rencontre de ceux qui font la médiation numérique depuis déjà longtemps, et puis pour discuter avec eux. Quels sont vos publics, quels sont les trous dans la raquette, quels sont les problèmes de moyens, quels sont les problèmes de notoriété. On s'aperçoit en fait souvent les gens travaillent sur un certain public, sur un certain territoire, et que il faut s'en parler. Il faut s'en parler entre structures pour s'apercevoir qu'il y a des trous, qu'il y a des complémentarités, et puis qu'il y a des choses à faire. Voilà. Donc, un travail qu'on traduit d'ailleurs actuellement par ce qu'on appelle des monographies, c'est-à-dire une description, je dirais, écrite, décrivant toutes les structures concernées, et puis surtout mettant en perspective. En perspective, ce qu'on a proposé, hein, et honnêtement, voilà, ce qui est fait sur la métropole d'Orléans, pour nous, est exemplaire. Et d'ailleurs, donc, dans les 23 territoires, il y a la métropole d'Orléans, et on considère que le travail qui a été fait, notamment de cette mise en réseau, de mise en coordination, est exemplaire pour d'autres territoires. C'est le sens de ça. Donc c'est un peu le CRIJ pour nous, et qui est la cheville ouvrière intermédiaire entre le travail régional et le travail local. Et donc, on propose en fait pour le futur que à l'échelle de chacun de ces bassins de vie, soit élaboré ce qu'on appelait un projet numérique de territoire, co-construit entre ces structures de médiation, intégrant, je dirais, le formidable l'élan qui est donné ces temps-ci au niveau national par le gouvernement, avec l'arrivée de ces nouveaux conseillers, avec les fabriques de territoire, avec les émergences diverses et variées d'outils. Tout ça, c'est honnêtement une très très belle énergie qui est déployée, et beaucoup d'initiatives. La grande question, c'est effectivement la cohérence, la cohésion, et comment, à la fois sur le thème de la coordination qui a été évoqué, sur le thème de la formation, les outils de formation, les actions de formation, et sur le thème de la pérennité, et notamment des modèles économiques, eh bien, tout ça peut être, je dirais, voilà, cohérent, organisé, pour être pérenne. Merci beaucoup, Olivier. Et vous avez vous avez passé le relais directement à Margot autour des différents dispositifs d'État. On le voit, Margot, à l'échelle de la région, on a déjà, à l'échelle du territoire métropolitain, on a une approche. On reviendrait tout à l'heure avec Léa, d'une autre forme de ville intelligente. À l'échelle du département, on va mailler les zones blanches pour essayer d'agir au plus proche des citoyens. À l'échelle régionale, on a une organisation, une fédération, une organisation de travail en consortium, c'est-à-dire qu'on va essayer d'animer les écosystèmes d'acteurs en lien directement avec l'État, en plus dans le cadre des contrats de plan État-région qui sont en train de se finaliser là pour une prochaine échéance des 6 prochaines années. Donc on mobilise comme ça des outils à ces différentes échelles de politique publique. Comment on voit ça à l'échelle de l'État, et à quel endroit on agit aujourd'hui, Margot, depuis l'ANCT, la mission Société Numérique? Oui, bonjour à tous. Alors, je suis vraiment désolée, je ne parviens pas à mettre ma caméra, j'ai tout essayé, mais je pense que le réseau professionnel ne permet pas de... Enfin, je suis au bureau, je n'arrive pas à activer la caméra. Donc voilà, je vous vois pas, mais je vous entends. Déjà, je voulais juste commencer mon intervention par excuser Pierre-Louis Roy, qui est le directeur du programme Société Numérique et qui devait intervenir ce matin, mais qui n'a finalement pas pu. Donc voilà, je l'excuse. Et donc moi, effectivement, je suis Margot Abtel, je travaille au programme Société Numérique de l'Agence nationale de la territoire. Et juste pour faire un petit historique, avant d'être à l'ANCT, on était agence du numérique. Et donc, pour ceux qui connaissent, on est collègues avec trois programmes qui constituent l'agence du numérique. Le programme France Très Haut Débit sur le déploiement des infrastructures, le programme France Mobile sur le déploiement de la 4G,
Et donc nous, on était un peu les petits derniers donc sur la question des usages numériques. Et donc pour répondre à votre question, on est né du constat suivant en 2018 que 13 millions de Français sont peu à l'aise avec les outils numériques. Alors que l'État entend dématérialiser l'ensemble des services publics en 2022. Et donc, il y a un énorme besoin de monter en compétences numériques des citoyens, ne serait-ce que pour la problématique de l'accès aux droits. Et donc est née en 2018 la stratégie nationale pour un numérique inclusif qui a été lancée par le secrétaire d'État pour justement résoudre cette tension de dire voilà, si on dématérialise tous les l'accès aux services publics mais qu'il y a 13 millions de citoyens qui s'estiment en difficulté avec les outils numériques, il faut pouvoir les accompagner et ne serait-ce que voilà pour ce que je disais, l'accès aux droits. Et donc cette stratégie nationale pour un numérique inclusif, elle a été co-construite, donc elle a été impulsée au niveau national par le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi à l'époque. Mais l'idée c'était de mettre autour de la table les associations de collectivités, les opérateurs de services publics type Pôle emploi, la CAF, la Poste, la Caisse des dépôts qui est un de nos partenaires au niveau de l'État, et puis des acteurs de l'animation numérique, donc notamment d'ailleurs Emmaüs Connect et We Take Care. Et donc pendant 6 mois, voilà, on a fait des auditions avec ces différents acteurs, et en 2019 a été publié un plan national pour un numérique inclusif qui marche un peu sur 2 jambes et qui rejoint les différentes interventions précédentes. Le premier, c'était de dire, voilà, 13 millions de citoyens en difficulté avec le numérique, c'est énorme, et on s'aperçoit qu'il y a une offre de médiation numérique sur le territoire national qui est insuffisante. Et donc, il y a un énorme besoin de consolider l'offre de médiation numérique existante. Et pour ça, donc je vais pas tout détailler, hein, mais un des premiers dispositifs qui est né de cette stratégie, c'est ce qu'on a appelé les hubs territoriaux pour un numérique inclusif. Et peut-être, Emmanuel, je te laisserai en toucher 2 mots, puisque toi-même, dans la région sud, tu portes un hub. Mais voilà, l'idée, c'était ce qu'on appelle un hub pour un numérique inclusif. Alors, il n'y en a pas en Centre-Val-de-Loire, mais il va bientôt y en avoir un, puisqu'on a lancé un nouvel appel à projet. Les hubs, l'idée des hubs, c'est d'être des têtes de réseau, des acteurs de l'animation numérique pour rendre lisibles et visibles toutes les structures de médiation numérique sur les territoires, sachant que ce qu'on appelle structure de médiation numérique, c'est à la fois les espaces publics numériques, les tiers-lieux, mais aussi les CCAS, les centres sociaux, les bibliothèques, les médiathèques, enfin tous ces lieux qui sont en capacité d'accueillir du public et de les accompagner sur les outils numériques et qui ne parlent pas le même langage. Et donc l'idée des hubs, c'est vraiment d'être un peu cette force de coordination sur les territoires pour essayer de rendre lisible pour les citoyens ce qui existe en termes d'accueil et de points physiques d'accueil de médiation numérique. Et donc ça passe par le financement de structures qu'on appelle donc des hubs et qui ont vraiment vocation à articuler sur donc souvent c'est à une échelle régionale, qui ont vocation à articuler toutes ces différents acteurs et à la fois les cartographier, mais aussi pouvoir les accompagner notamment économiquement. Donc ça, c'est vraiment le point d'axe, le pan d'agir sur l'offre de médiation numérique. Et le deuxième, c'était d'agir sur ce qu'on peut appeler la demande, donc les 13 millions de Français en difficulté avec le numérique. Et donc pour ça, on a déployé ce qu'on appelle le pass numérique. Et donc le pass numérique, l'idée, c'est de donner aux citoyens qui sont en difficulté avec le numérique un droit à la formation. Donc pour être très concret, typiquement, un citoyen qui va dans un centre des impôts ou dans un accueil CAF pour dire je n'arrive pas à accéder à mes droits puisque je n'arrive pas à faire mes démarches en ligne, on lui remet un carnet de passe et avec ce carnet de passe, il peut aller se former dans des lieux qui ont été préalablement qualifiés et labellisés, des lieux qui sont un réseau de proximité, et donc ça peut tout à fait être l'EPN du coin ou la médiathèque, etc. Et en échange de la formation du bénéficiaire du pass, le lieu est contrepayé de la valeur du pass. Donc nous à NCT, ce qu'on a fait, c'est que on a lancé des appels à projets à destination des collectivités territoriales
pour cofinancer l'achat de passes numériques, puisque voilà, donc nous on est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, on considère que c'est les collectivités qui ont quand même la meilleure photographie du besoin et la meilleure connaissance des citoyens, enfin voilà, des administrés sur leur territoire qui seraient potentiellement intéressés par ce dispositif de passe numérique et qui sont en capacité de cibler au mieux les besoins. Et donc nous, voilà, on travaille vraiment en soutien aux collectivités territoriales. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment que ce soit les collectivités territoriales qui achètent ces passes numériques et qui ciblent en fonction de la connaissance qu'elles ont de leur territoire et de leurs citoyens. Et donc c'est par ce biais d'appel à projet que nous on cofinance. Donc on en a lancé un en 2019 et un en 2020. Donc, on a désormais 87 collectivités territoriales qui sont en train ou qui ont commandé des passes numériques, ce qui représente environ 20 millions d'euros de passes numériques en tout, donc sur 2019 et 2020, ce qui permettra d'accompagner entre 1 à 2 millions de citoyens. Et donc, pour nous, le pass numérique, ça a une double vertu, c'est qu'à la fois, ça permet de donner un droit vraiment physique, puisque c'est un carnet de chèques comme un ticket restaurant que les citoyens ont dans leurs mains pour aller se former, et ça permet de consolider économiquement les structures locales qui font de la médiation numérique, puisqu'elles sont contrepayées. Et donc, in fine, ces 20 millions d'euros qui vont être en cours de déploiement partout en France et en Outre-mer reviendront aux structures locales qui font de l'accompagnement. Donc voilà, pour nous, c'est aussi l'occasion de consolider un peu économiquement les différentes structures de médiation numérique, sachant que le département du Loiret a été lauréat cette année avec le CCAS de la métropole d'Orléans de l'appel à projet, et donc il devrait y avoir en 2021 une expérimentation de passe numérique sur ce territoire-là. J'ajouterais juste que donc là c'est un peu entre guillemets nos politiques nos dispositifs de droit commun. Voilà, donc les hubs, le pass, les TANI, les territoires d'action pour un numérique inclusif, puisque le JPRECIA porte d'ailleurs, fait partie du réseau de territoires d'action du numérique inclusif qu'on a mis en place. Donc l'idée, c'est d'avoir 20 collectivités qui sont un peu nos collectivités moteurs et à la fois test des dispositifs nationaux, et donc le JPRECIA fait partie de ce dispositif. Donc ça, c'est nos dispositifs de droit commun. Et par ailleurs, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler après, je ne sais pas, le confinement et la crise sanitaire a mis en exergue un peu ces problématiques d'inclusion numérique et l'énorme besoin d'accélérer sur ces problématiques-là. Et donc, à l'occasion du plan de relance, on a une politique d'inclusion numérique de 250 millions d'euros qui est en train d'être déployée et qui va permettre d'accélérer sur ces différents chantiers. Notamment sur l'offre, puisque on va recruter et former 4000 conseillers numériques, donc qui sont des médiateurs numériques sur le territoire. Et donc je ne sais pas si je le présente maintenant ou si je le présente après, mais peut-être Margot, ouais. Peut-être on reviendra comme ça. Tu clôtureras la table ronde avec les prochains pas et ce programme peut-être. Oui, tout à fait. Revenir, je voulais proposer, il nous reste un peu plus d'une grosse vingtaine de minutes, peut-être revenir avec, parce que tu as, Margot, représenté aussi les manières dont, à vos 3 échelles, à l'échelle métropolitaine, Léa, à l'échelle départementale, Madame Bellet, et à l'échelle régionale, Olivier Join, un peu différents réponses que vous avez construites ensemble. Et peut-être vous proposez, Madame Bellet et Léa Courtois, de dire, est-ce que c'est pour vous, de préciser un peu, est-ce que c'est aussi pour vous travailler sur passe numérique, travailler sur cette complémentarité autour d'équipements sur la métropole, les CCAS, une manière de construire une ville intelligente un peu différemment que cette ville hyper technologisée qu'on a imaginée comme étant la ville intelligente? Est-ce que la ville intelligente, c'est une ville qui va essayer de rendre accessible pour le plus grand nombre ces types de dispositifs-là? Peut-être Madame Bellet. Alors, vous m'entendez, j'ai rallumé mon micro. Oui, très bien, tout à fait. En effet, le programme Passe numérique, le département est en accompagnement
que nous avons d'autres sujets acteurs de l'inclusion numérique. Nous, sur nos territoires, on l'est en tant que chef de file de l'action sociale par nos maisons du département, mais on n'a pas voulu effectivement être absent de ce pass numérique, conjointement avec la ville d'Orléans et la métropole. On participe à ce comité partenarial pour partager cette expérience, puisque en effet c'est tout nouveau et que la métropole, la ville d'Orléans ont été sélectionnés pour démarrer une expérience sur ce pass numérique. Quant au département, dès lors qu'on aura partagé cette première expérience, on en étudiera l'évolution et on réfléchira à ce que, à l'échelle départementale, ce pass numérique puisse être déployé. C'est toute l'action, en effet, très utile pour les Loiretains que d'avoir la possibilité, grâce à un soutien financier de ces chèques, ni plus ni moins, de pouvoir aller se former. Mais je reviens sur ce qui s'est dit précédemment par tous les acteurs, la région, la métropole et nous-mêmes. Il m'apparaît très, très intéressant de ne pas être redondant et de s'appuyer sur ce que sur les territoires, il existait déjà par un système associatif très riche et que donc ce pass numérique puisse d'ailleurs servir à cela, c'est que de s'appuyer sur ces structures déjà existantes qui aujourd'hui surgissent parce que nous les accompagnons, nous toutes collectivités confondues, pour leur donner des moyens, que ce soit des moyens technologiques, d'avoir tout bêtement des ordinateurs, des connexions Wi-Fi, etc. Et puis d'aller diagnostiquer ces personnes qui sont un petit peu dans l'électronisme. Pour vous, madame, la complémentarité peut se construire en s'appuyant sur les territoires? Oui, bien sûr. Est-ce que, Léa Courtois, est-ce que c'est quoi quand on travaille à We Take Care et quand on travaille avec la métropole d'Orléans, avec We Take Care et derrière Emmaüs Connect, Margot Abtel on a reparlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une entrée avec une dimension d'inclusion sociale forcément sur l'usage des nouvelles technologies et en même temps, on parle de start-up, parce que c'est aussi le sous-titre de We Take Care, une start-up dans le champ du social. C'est quoi pour vous la ville intelligente et qu'est-ce qu'on essaie de construire à Orléans autour de cette dimension-là? Oui, en fait, c'est vrai que même We Take Care et Emmaüs Connect collent un peu à cette dimension et je pense que la métropole et puis l'ensemble des partenaires, et vous l'avez bien tous rappelé, et c'est important, que ce soit les acteurs de terrain ou les partenaires qui, eux, agissent en coordination, ont pour objet justement de rapprocher, en effet, cette action sociale qui est là aussi pour l'inclusion sociale. Et en fait, l'inclusion numérique vient forcément à la fois percuter ça et en même temps permettre de nouvelles opportunités. Et c'est dans cette, je dirais, cette tension que se met en place toutes les stratégies sur l'inclusion numérique, parce que l'enjeu, c'est pas de technologiser tout le monde. Au contraire, c'est plus que chacun puisse avoir en libre conscience l'opportunité de faire des choix et de choisir consciemment sans être soit très réfractaire et ne pas comprendre, soit être complètement dans une logique un peu vorace. Et c'est pour ça que la ville intelligente vient en fait aussi intégrer cette dynamique d'inclusion numérique et sociale pour permettre à chaque citoyen de pouvoir faire ses choix éclairés. Et du coup, ça c'est plutôt sur l'aspect philosophique, mais concrètement, ce qui se passe, c'est aussi que pour permettre cette coordination et ce travail au quotidien de chacun, la métropole, à travers la stratégie de coordination et qui est du coup aussi symbolisée aussi par ce NEC aujourd'hui, qui a été organisé et soutenu par Muriel Rouzet, qui n'est pas dans cette table ronde, mais qui est la coordinatrice du réseau et qui intervient à la fois au sein du CRIA, du coup, qui est dans le réseau numérique, mais voilà, qui régit et qui agit sur l'ensemble de la métropole pour soutenir les acteurs et pour proposer ce type aussi d'événements et le soutenir. Et donc, Muriel travaille avec un comité partenarial dont le département et la région, le GIP, font partie, avec un ensemble d'autres institutions qui, du coup, ont signé une convention. Et ces partenaires, en fait, ils vont permettre de faciliter cette articulation de toutes les échelles
par exemple, très concrètement, sur le pass numérique, de se dire, OK, c'est un nouveau dispositif, c'est très intéressant, ça peut permettre justement à la métropole d'être un peu cette tête chercheuse, d'expérimenter des nouvelles manières de donner accès à des usagers avec des chèques, de la médiation numérique et de pouvoir tester, voir comment ça fonctionne, comment on s'articule tous ensemble pour que ça ait lieu et ensuite que chacun, que ce soit à l'échelle du département, que ce soit à l'échelle de la région ou pour les autres acteurs, donc pour les citer rapidement, hein, le comité partenarial, c'est 11 institutions, on a la métropole, le département, la région, le CRIJ, le CRIA, la CAF, le Pôle emploi, la CPAM, la CARSAT, AG2R, Agir Carco et la Fondation Orléans. Tous ces acteurs se sont mis, et j'espère que j'ai oublié personne. C'est toujours le risque, Léa, de citer tout le monde, surtout quand ils sont beaucoup. Mais normalement, je suis pas mal. Mais en tout cas, l'idée, c'est à la fois de créer… Bravo, t'as rien raté, Léa. Merci. Je suis trop contente. Non, mais en tout cas, c'est de pouvoir créer cet espace vraiment de discussion, de coordination, pour pouvoir financer des projets, aller plus loin ensemble et surtout permettre après à chacun de se dire « Ah, ça a marché. Si je pouvais le mettre en place ailleurs, ou ça, finalement, il faut peut-être le faire autrement. » Et c'est ça, je pense aussi, qui marche en termes de coordination concrète. On voit sur ce territoire-là, je dirais un tout petit mot, parce que Margot Abtel m'a lancé sur ça. Oui, effectivement, je coordonne un hub en région sud. Je dirais un tout petit mot sur déjà ce qu'on voit comme démarche exemplaire à l'ensemble des échelles territoriales sur ce territoire-là. Olivier Join, tout à l'heure, Laurence Belay disait comment est-ce qu'on peut essayer de ne pas être redondant, enfin surtout essayer de ne pas être redondant. Est-ce que, au-delà des compétences obligatoires des différentes institutions, aujourd'hui, le travail, par exemple, du GIPRESIA permet de mobiliser des outils de politique publique comme le contrat de plan État-région, comme effectivement ce que le département et la métropole ont fait autour des passes numériques, c'est-à-dire en plus de s'appuyer sur les territoires, les acteurs de territoire, s'appuyer aussi sur ce qui est possible de financer en termes de politique publique. Est-ce que d'une certaine manière, le job aujourd'hui des institutions, c'est pas d'être dans une logique d'ingénierie en fait de politique publique? Si, tout à fait. Et c'est vrai que il faut savoir à la fois inventer de nouveaux outils et puis modifier certains outils existants et puis se projeter pour avoir de nouveaux moyens par rapport à de nouveaux enjeux. C'est vrai aussi que là, on regarde beaucoup la question inclusion numérique et puis dès qu'on travaille sur le terrain, on parle bien sûr d'inclusion, mais aussi de médiation, de transformation, de transition numérique. Et on passe des 12, 13, 15% de gens en illectronisme aux 40% qui sont simplement pas à l'aise avec le numérique pour accéder aux droits, être en interaction avec des organisations. Et là, on rencontre d'autres politiques et d'autres outils qui sont par exemple les politiques de formation professionnelle. Il se trouve que la région centre, depuis maintenant une vingtaine d'années, déploie ce qu'on appelle des visas notamment pro-numériques. Et donc, c'est environ 40 heures qui sont dispensées à des gens divers, qui sont d'abord les demandeurs d'emploi, mais aussi d'autres publics, hein, des responsables associatifs ou des seniors qui ont la volonté, je dirais, quelque part de se former. Et la différence entre je dirais une sensibilisation, un accompagnement, une formation, des fois elle est légère, ça dépend des gens, ça dépend s'ils ont peur de la formation ou au contraire s'ils sont facilement attirés. Et donc pour nous là, dans les temps à venir, on va d'ailleurs travailler avec les collègues du CRIA et du CCAS sur cette expérimentation passe numérique, parce que nous, on a besoin justement d'aller la situer sur d'autres territoires ruraux notamment, et on a besoin de la situer par rapport au visa pro politique de la région. L'année prochaine, les visas pro numériques, il y en a 9800 prévus dans les budgets. Et donc, comment ça s'articule entre ces politiques formation professionnelle, ces politiques plutôt citoyennes ou associatives? Voilà, c'est des sujets quand même qui sont importants, notamment pour que ce soit compris à la fois des acteurs de la formation, des acteurs associatifs et des citoyens. Parce que c'est notre responsabilité quand même, honnêtement, de ne pas perdre encore plus les gens
dans ces univers-là. Donc, il faut vraiment qu'on travaille bien ensemble et puis qu'on fasse des tests, des expérimentations, qu'on voit aussi se révéler des acteurs qui vont foncer sur ces nouvelles modalités. Donc, je peux me permettre de rajouter quelque chose au titre des CRIA. L'Union régionale des CRIA a été sélectionnée dans le cadre du pacte de transformation des entreprises pour monter une opération expérimentale à la fois de formation des formateurs par rapport à l'accès au numérique, mais aussi et surtout par rapport à la question qu'on se pose, par rapport au repérage des publics. Et la force que nous avons sur le territoire au niveau de l'Union régionale, c'est qu'on s'appuie sur la structure de base du repérage des publics illettrés, analphabètes, voire des publics d'origine étrangère qui veulent acquérir la langue française, voire la nationalité française. Et donc sur cette force-là, sur le territoire, on pensait former seulement 100 à 120 personnes supplémentaires. À partir d'un questionnaire, on en est à près de 300 personnes qui veulent effectivement rentrer dans le réseau de compétences pour être à la fois capables de repérer, à la fois d'accompagner et à la fois de former aux usages. Voilà ce que je voulais dire parce que ça rejoint avec Olivier dans le cadre du JPRECIA. Leurs outils et l'outil de la Ligue de l'enseignement nous permettent d'avancer sur cette formation de formateurs. Merci beaucoup. Juste, il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat ou des témoignages ou des remarques. Je les reprendrai à l'oral. Alors, pour rebondir sur vos propos, Olivier, et pour donner à nouveau la parole à Laurence Belay, je connaissais ce territoire au travers de l'action que fait depuis maintenant presque une trentaine d'années Labo Média, avec qui on avait pas mal échangé dans les mondes de la culture pour innover un peu sur ses premiers pas qu'il y a eu autour des Olivier, vous parliez des premiers espaces publics numériques. Il y avait aussi les espaces culture multimédia à l'époque, dès les premières politiques d'action gouvernementale pour la société de l'information, un territoire qui reste très fortement dans l'innovation, dans l'expérimentation, qui est très fort. Est-ce que, Madame Belay, le rôle de la collectivité territoriale, c'est aussi d'accompagner la transformation digitale de la collectivité elle-même? Parce que quand vous évoquez tout à l'heure les bibliothèques, on voit bien les bibliothèques départementales de près, le réseau de bibliothèques bénévoles sur le territoire, on voit bien effectivement ce qui se passe dans les maisons de département, dans la maison de l'autonomie ou dans tout le travail et les compétences autour du travail social que vous avez au sein de cette institution-là. Est-ce que ce n'est pas aussi accompagner l'évolution des métiers, l'évolution des missions, l'évolution de l'institution elle-même qui est en jeu aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le rôle du département, c'est d'être à l'écoute des projets des collectivités que nous accompagnons, donc communautés de communes et communes aujourd'hui, pour que ce qu'ils détectent, eux, à leur échelle, puisse être soutenu par le département dans de meilleurs usages innovants et de les accompagner soit en ingénierie, soit financièrement, des appels à projets, en étant en tous les cas dans la communication avec eux afin que de bien connaître ce qui se passe territoire par territoire et de pouvoir accompagner ça. Et effectivement, comme vous disiez, cet accompagnement, il peut être d'un ordre tout à fait technologique. En ingénierie, par exemple, on parlait de bibliothèques départementales. Dans ces ressources numériques que nous faisons croître de manière importante ces dernières années, Loire-et-Tech, avec cette nouvelle possibilité de ressources à travers la bibliothèque, est là pour que la technologie soit au service de l'usager et le fait d'accompagner à travers les associations ou à travers ce tissu de collectivité fait que l'usager doit s'emparer de ces nouvelles technologies et être à l'aise avec. Et les bibliothèques et plein d'autres lieux sont des tiers-lieux pour que l'usager ne sente pas que la société se robotise et qu'au contraire, tout ça lui-même est au cœur de cette dématérialisation qui devient très prégnante.
il y a une question sur le chat que peut-être je vais adresser à Léa Courtois à l'échelle du territoire métropolitain, mais aussi à Margot Aptel pour la NCT. Une question dans le chat qui dit comment est-ce que, d'une certaine manière, on pallie l'impossibilité de se déplacer quand on est en mode confinement et en mode couvre-feu dans l'accessibilité aux droits, d'une certaine manière, liés à l'utilisation des outils numériques. Léa, sur le territoire, est-ce qu'il y a eu un relais de l'initiative Solidarité numérique? Est-ce que des solutions ont été construites et trouvées? Puis je donnerai après la parole aussi à Margot Aptel. Alors bien sûr, au niveau des confinements successifs et de la difficulté, hein, bien entendu, qui est ressortie autour de l'accompagnement numérique et ce paradoxe hein, autour de voilà le confinement, la crise sanitaire met en lumière le besoin d'accompagnement numérique et d'utilisation du numérique au quotidien. Cependant, comment on fait du coup pour accompagner très concrètement des personnes qui ne savent pas ou très peu ou ont vraiment des difficultés pour utiliser ces outils-là. Donc, sur la métropole et à travers le réseau aussi, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. Déjà, il y avait des formations qui avaient été prévues, elles ont été passées en webinaire sur les différentes démarches hein, qui ont été animées. Je sais que Muriel a commencé à en animer avec certains des opérateurs, hein, la CAF, la CPAM, et ça va se produire. Donc ça, c'est vraiment pour les professionnels, pour qu'ils puissent aussi avoir quand même un lien avec les acteurs. Et au niveau des publics, il y a eu différentes choses. Il y a eu un relais de la plateforme Solidarité numérique et des acteurs associatifs qui font partie du réseau, qui se sont investis hein, dans cette démarche-là qui était essentielle à ce moment-là. Il y a eu aussi un réseau de reconditionnement et de collecte, de dons de matériel reconditionné pour des personnes en difficulté qui a été mis en place. Donc ça, c'était vraiment aussi pour permettre d'équiper sur ce sujet. Et après, plus globalement, ça touche à la question de l'accompagnement à distance. Et je sais qu'il y a certains acteurs, notamment associatifs, qui ont pu essayer par visioconférence d'arriver à continuer à garder le lien avec leur public. Et là, ce serait plutôt un retour d'expérience hors métropole. Mais nous, WeTakeCare, on a par exemple accompagné des missions locales en Pays de la Loire qui ont continué. En fait, on les a accompagnés à mettre en place un accompagnement distanciel qui avait été souhaité avant le confinement, hein, parce que c'est un territoire rural. Et donc, pour garder le lien avec les jeunes en mission locale, les éviter d'arriver en mission locale tout le temps, d'intégrer un petit peu du suivi distanciel. Et avec le confinement, c'est quelque chose qu'on leur a permis de mettre en place et ça a bien marché. Et si vous souhaitez plus de retours, ils sont sur le site de WeTakeCare. Mais voilà, il y a différentes choses qui ont été mises en place sur ce sujet. Merci Léa. Peut-être donner la parole à Margot Aptel qui a mis dans le chat le lien vers l'initiative Solidarité numérique sur ces dimensions d'accessibilité. Margot. Oui, tout à fait. Effectivement, Solidarité numérique, c'est une initiative qui est née à la faveur du premier confinement. Voilà, quand tous les lieux de médiation numérique ont dû fermer, voilà, à cause de la crise sanitaire. C'est une initiative qui a été soutenue par la MEDNUM. La MEDNUM, c'est la société coopérative des acteurs de la médiation numérique, qui regroupe plusieurs acteurs de la médiation numérique. Et donc, ça se reposait essentiellement sur du bénévolat. L'idée, c'était que les médiateurs numériques qui ne pouvaient plus travailler puisque leur structure était fermée, accompagnés par téléphone les usagers qui exprimaient des difficultés à accéder à toutes les démarches du quotidien qui étaient désormais effectivement à faire en ligne puisque que tout était fermé. Solidarité numérique, c'était essentiellement, ça reposait essentiellement du coup sur du bénévolat, puisque voilà, c'est vraiment des médiateurs numériques qui se sont portés volontaires pour répondre au téléphone à travers le centre d'appel qu'on a mis en place. Toutes les infos sont sur le site. Donc sur le site, il y a à la fois des ressources pour pouvoir accompagner à distance les usagers qui ont des difficultés avec le numérique et surtout un numéro qui permet aux citoyens d'appeler quand elles ont une question sur comment réaliser leur démarche à distance. J'en profite juste pour dire que à l'occasion de ce deuxième confinement, on a un peu pérennisé cette initiative d'accompagnement à distance.
Et donc désormais la MedNum salarie en fait 10 conseillers qui répondent au téléphone. Et donc ça ne repose plus sur du bénévolat, mais sur 10 personnes qui sont salariées et qui répondent au téléphone pour accompagner à distance les usagers. Merci beaucoup, Margot. Est-ce que dans les prochains pas des uns, alors oui, non, il y avait une autre question, pardon, sur quelle articulation avec l'éducation nationale qui elle touche tous les enfants et quasiment toutes les familles pour les uns et les autres, peut-être à l'échelle départementale, régionale, dans les collèges, les lycées ou à l'échelle métropolitaine. Est-ce qu'il y a des articulations aujourd'hui avec l'éducation nationale sur votre territoire? Qui veut prendre la parole? Léa, est-ce qu'il y a des choses? Ou Olivier? Peut-être Olivier? Non, je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment un lien indirect. Il y a des actions effectivement qui ont été entreprises par les collectivités locales vers les collégiens, vers les lycéens au moment du confinement, notamment en mettant à disposition des matériels, en créant des outils. On utilise notamment nous beaucoup Bibliobutton, on l'a mis en place pour l'ensemble des lycéens. Il y a plus de 1000 connexions simultanées. Donc, on a mis à disposition des outils. Il y a eu des ordinateurs qui ont été traités, mais par rapport à la question qui serait d'aller vers les publics, je dirais en difficulté, pour l'instant, j'ai pas vu. On avait songé à un moment, notamment à créer une sorte de visa ou de passe sur la question des ENT pour que les parents puissent bien utiliser ces outils, parce que c'est pas si évident que ça. Les parents ont besoin d'accompagner les enfants vers les outils numériques et eux-mêmes mériteraient une formation, une information. Donc on y a songé, mais on l'a pas encore mis en place. Merci beaucoup Olivier. Alors peut-être effectivement dans les oui, Madame Bellé. Allez-y. Effectivement, associé à ce qui vient d'être au niveau régional, parce que vous posiez la question de l'éducation nationale. Très clairement, on n'a pas de lien avec eux sur la part très éducative. En revanche, ce qui est très important et ce que nous avons fait, nous, au titre des collégiens, c'était, et je le rappelais tout à l'heure dans mon premier propos, c'était de mettre à disposition du matériel, puisqu'on sait que une famille, quand il y a plusieurs enfants, il y a plusieurs connexions à avoir pour, lors du confinement, pouvoir faire tout bêtement ses devoirs et être en cours à distance. Et on a bien vu, ce confinement nous a mis en exergue ce manque de moyens dans certains foyers. Et donc, le département s'est attaché à pouvoir mettre à disposition de l'équipement, et nous allons mettre, j'allais dire, ces moyens, on va les pérenniser, parce que on va aller vers des temps, même s'il ne s'agit pas de pandémie, on va aller vers des temps où cet équipement sera nécessaire au sein des familles. Donc c'est un axe fort du département vis-à-vis des collègues. Et puis dans ces principes de déploiement du numérique et de l'inclusion du numérique, on aura une action tournée, une quinzaine du numérique vis-à-vis des collégiens, puisque on a toujours un petit peu donné l'impression de penser que les habitants éloignés et en illectronisme étaient des personnes âgées. Il faut bien penser que les jeunes, même si ils ont j'allais dire, une appétence vers les outils, c'est pour du jeu, pas forcément pour des usages administratifs ou scolaires. Donc, on ira aussi vers cette population de jeunes sur cette inclusion numérique. Merci beaucoup. Alors, peut-être, Margot, les prochains pas, parce que les uns et les autres l'ont évoqué, déjà, est-ce que pour vous, à la NCT, tu évoquais tout à l'heure le plan de relance et les médiateurs numériques, on en a déjà évoqué, Olivier Jean en avait aussi évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est, où est-ce que ça en est, et vers où on avance en 2021, Margot, autour de ce plan de relance pour accompagner le déploiement des solutions de médiation et d'inclusion numérique? Oui, alors effectivement, le confinement aura au moins permis de révéler l'ampleur des besoins en termes d'inclusion numérique, et donc il y a eu
un déploiement de moyens financiers qui sont très conséquents par rapport à tout ce qu'on a l'habitude sur les champs d'emploi numérique de déployer. Et donc 250 millions d'euros sur un plan qui est en 3 axes que je vais passer très rapidement puisque je sais que c'est bientôt la fin. Le premier axe, donc, c'est ce qu'on a appelé les conseillers numériques. Donc là, l'idée, c'est vraiment de recruter et de former et de déployer 4000 médiateurs numériques partout en France et en Outre-mer. Pour ça, on s'appuie sur les collectivités territoriales et sur les structures privées qui font de la médiation numérique, donc aussi bien les structures associatives que tout type de structures privées. L'idée, c'est que ce soit l'État, qui finance le salaire du conseiller numérique pendant 2 ans et sa formation. Et donc, là où on en est très concrètement, on a lancé une plateforme, je vais la mettre dans le chat pour que vous y ayez accès si vous ne la connaissez pas, qui permet à la fois de recueillir les candidatures des potentiels conseillers numériques qui seraient intéressés pour rentrer dans le dispositif, et cette plateforme permet aussi de recueillir les intérêts des collectivités qui seraient intéressées pour porter des conseillers numériques. Donc en fait, très concrètement, une collectivité peut dire, voilà, moi, département du Loiret, je suis prêt à accueillir 4 conseillers numériques. Et l'idée de la plateforme, c'est qu'on puisse vous dire combien il y a de candidats qui ont postulé pour être conseiller numérique dans votre département, et vous les faire rencontrer, puisque, in fine, le contrat sera porté par la collectivité. Et c'est l'État qui subventionne la collectivité pour qu'elle puisse payer le conseiller numérique. Et donc, l'État finance à la fois la formation du conseiller, donc qui est sur le CCP1 de l'AFPA, et le salaire du conseiller pendant 2 ans. Donc ça, c'est le premier acte. Aujourd'hui, on a lancé un appel d'offres pour sélectionner les organismes de formation. L'idée, c'est qu'il y ait des organismes de formation un peu partout sur le territoire pour que les candidats puissent aller se former au plus près de chez eux. L'idée, c'est que les premières entrées en formation se fassent en février-mars de 2021, et que d'ici là, on puisse avoir des premières collectivités qui ont entre guillemets fait des promesses d'embauche envers les conseillers numériques sur la plateforme. Donc ça, c'est le premier axe qui est le plus conséquent puisque c'est environ 200 millions d'euros. Et le deuxième axe, c'est l'idée de déployer des kits, ce qu'on a appelé des kits ou des espaces d'inclusion numérique. Donc l'idée, c'est qu'on conçoive des plans et des infrastructures qui permettent d'avoir un peu des corners d'inclusion numérique partout sur le territoire. Ça partait du constat suivant, c'est que les usagers qui ont des difficultés avec le numérique, alors que ce soit pour l'accès au droit, mais aussi, comme vous avez pu le dire tout au long de cette table ronde, de culture numérique en général, hein, l'idée, c'est de pouvoir former les citoyens pour qu'ils puissent faire des choix éclairés sur les outils numériques qu'on leur présente. L'idée, c'était de se dire, ils franchissent pas forcément la porte de l'illumination numérique, soit parce qu'il n'y en a pas assez, soit parce qu'ils les connaissent pas, et donc de déployer un peu à la manière de ce qui se fait pour les micro-folies, de pouvoir déployer des kits qui vont là où les gens sont, donc typiquement dans les gares, dans les supermarchés, etc., d'avoir un peu un kit facilement déployable pour accompagner les citoyens là où ils sont, dans le lieu de vie ou de proximité quotidien. Et donc ça, c'est le deuxième axe qui est pour l'instant le moins abouti, donc je peux pas non plus vous en dire plus que ça, mais l'idée, c'est qu'on puisse fournir aux collectivités des kits qui, soit avec des conseillers numériques, soit avec des médiateurs numériques, puissent permettre d'accompagner les citoyens un peu partout sur les territoires. Et enfin, le troisième axe, c'est le déploiement, généraliser le déploiement d'Aidant Connect. Aidant Connect, c'est un service public numérique qui permet de sécuriser le faire à la place d'eux. Et donc là, ça s'adresse aux usagers qui, soit parce qu'ils veulent pas, soit parce qu'ils ne peuvent pas faire leur démarche en ligne, on puisse déléguer le fait de faire une démarche administrative à sa place dans un contexte juridique sécurisé. Donc ça, c'est Aidant Connect qui était en expérimentation là depuis 14 mois dans différents structures de médiation numérique. Il y en avait d'ailleurs 2 en Centre-Val-de-Loire. Donc c'était soit dans des tiers-lieux, soit dans des CCAS, soit dans des espaces publics numériques, soit dans des bibliothèques, etc. Et donc là, l'idée, c'est qu'on puisse déployer ce service numérique pour tout type d'aidants professionnels.
à commencer par les France Service en 2021. Et donc ça, c'est la prochaine étape voilà, pour qu'à terme, d'ici fin 2022, 15 à 20 000 aidants puissent être habilités Aidants Connect, donc voilà, qu'ils puissent accompagner et faire à la place d'eux en étant sécurisés juridiquement. Ça, c'est le dernier axe. Voilà pour la présentation rapide du plan de relance. Je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez et sur conseiller numérique et sur le plan de relance, peut-être c'est pas mal. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous quatre. Il est déjà 12h25, on a déjà dépassé 10 minutes l'horaire indiqué. Le démarrage des ateliers sera à 14h45. Moi, je vous retrouverai à 16h30. Il y a eu pas mal d'échanges dans le chat et entre autres de partage de ressources entre les différents acteurs, des questions, des liens que vous pouvez récupérer sur le chat. Alors peut-être en attendant que le JPRECIA postule pour un prochain hub et que s'organise à l'échelle territoriale d'autres manières d'animer les différentes communautés. Juste saluer effectivement depuis Marseille. Je suis basé à Marseille où je coordonne entre autres dans mes différentes fonctions le hub du Sud encore pour quelques semaines. Ce que je viens d'entendre et de voir depuis ce matin donne vraiment envie, effectivement, de manière assez exemplaire de travail, d'articulation, de composition, de non-redondance, d'essayer de travailler sur ces zones blanches publiques à l'échelle de la métropole, du département ou de la région, avec les différents, sachant que vous avez mobilisé les différents outils que l'État a mis en place à disposition. Le travail est assez exemplaire, donne vraiment envie. J'y reviendrai tout à l'heure. Et encore, merci beaucoup à vous toutes et tous pour vos différentes interventions, témoignages, réflexions et propositions. Et on se rejoint à partir de 14h45. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir. À tout à l'heure. Bon appétit, au revoir. Au revoir.